Alors, pour les habitués qui sont très nombreux dans cet amphithéâtre des rencontres François rappelait, vous savez qu'il y a toujours une table ronde historienne. Son moment est venu. Vous en avez vu le titre, de l'apprentissage à l'école hôtelière 30 000 ans d'histoire. Alors que les 30 000 ans d'histoire ne vous effraient pas, ça passe très vite, 30 000 ans. Et on arrivera assez vite à des périodes un peu plus proches que nous, avant-hier quasiment, le Moyen-Âge. Je m'en expliquerai dans un instant. Cette table ronde va réunir des participants que je vais présenter dans l'ordre alphabétique. Hélène Baumer, inspectrice de l'éducation nationale auprès du rectorat d'Alsace et historienne entre autres de l'enseignement ménager. Elle nous expliquera dans un instant, non pas de quoi il s'agit, vous savez tous de quoi il s'agit, mais dans quelle mesure ça concerne notre sujet. Christine Demaine-Meyer, ou Meyer, qui est titulaire de la chaire Food and Beverage de l'école hôtelière de Lausanne. Alain Drouard, directeur de recherche au CNRS et auteur entre autres d'une histoire que vous avez sans doute tous lue des cuisiniers en France. Philippe Gillet, historien aussi, gastronome, et qui a été aussi, et jusqu'à il y a peu de temps, un homme de la transmission en tant que chargé de cours à l'université Paris 13, c'est bien ça. Et enfin, Patrick Rambourg, dont vous savez tous qu'il est historien et cuisinier, professionnel, je dirais, il l'est toujours, parce qu'on le reste, hein, c'est comme prêtre, presbytère in aeternum, donc il est définitivement, et jusqu'à sa mort, cuisinier, mais aussi, de plus en plus, historien, et par ailleurs chargé de cours dans plusieurs universités, dont l'université de Paris 7 et l'université d'Angers. Quelques mots d'introduction, parce que je voudrais très vite donner la parole aux différents intervenants, et on l'espère très vite aussi à la salle. Bon, la question de la transmission est une question visiblement à l'ordre du jour. Beaucoup de réunions cette année ont tourné autour de la question de la transmission, en particulier dans le domaine qui nous préoccupe. Vraisemblablement, nous en sommes tous d'accord, ça a déjà été évoqué, parce que dans beaucoup d'esprits, peut-être que dans tous nos esprits, il y a l'hypothèse que cette transmission est peut-être légèrement en crise. En tous les cas, la transmission va moins de soi, dans les cadres habituels, qu'il y a une ou deux générations. Ça, on aura sans doute l'occasion d'y revenir dans cette table ronde, mais à mon avis dans tous les ateliers, dans toutes les tables rondes. Sans céder, bien sûr, au sinistrisme ou au pessimisme. Je voudrais aussi rappeler que transmission, ça se traduit aussi par un autre mot qui est tradition. Et non pas pour dire, parce que je pense qu'on va l'évoquer dès cette table ronde, que la tradition c'est quelque chose de figé, mais au contraire pour signaler à tous les traditionalistes, d'ailleurs dans tous les domaines, que tradition signifiant profondément transmission, eh bien, il n'y a rien de plus dynamique, de plus mobile qu'une tradition, du moins la vraie tradition. Et ça, c'est peut-être une pierre dans le jardin de certains traditionalistes immobilistes dans le domaine, par exemple, culinaire, comme dans tous les autres domaines. Alors, la question de la transmission qui va être évoquée dans cette table ronde est principalement celle de la transmission qui peu à peu se professionnalise, d'où la première partie du titre, mais précisons tout de suite qu'il faut la situer par rapport à cette transmission non professionnelle qui a déjà fait l'objet en grande partie des échanges de la première table ronde tout à fait passionnante à mon sens. On a évoqué des fameuses transmissions ou traditions familiales. On a évoqué la transmission maternelle. Est-ce que je peux me permettre de signaler, je ne sais pas si certains intervenants le feront à leur tour, qu'il y a quand même une lecture en termes de genre, comme on dit, puisqu'on ne dira pas sexe, mais en tant que genre, à savoir que c'est quand même très frappant de voir que jusqu'à une époque récente, ce que j'appellerais la cuisine publique est masculine et la cuisine privée est féminine. C'est à la fois passionnant, c'est facile à expliquer, c'est peut-être devenu franchement problématique et heureusement ça commence à bouger, mais ça ne fait que commencer à bouger. Si je peux me permettre en tant qu'historien de dire que si ça bouge depuis une génération, c'est vraiment hier matin, une génération. Mais c'est tout à fait fascinant. Donc, bien entendu, nous parlerons sans doute principalement des types de formations qui se sont développées à travers les siècles à destination de ceux qui se spécialisaient jusqu'à devenir des professionnels. Ça supposait aussi qu'il y ait une professionnalisation. Mais on ne perdra jamais de vue qu'il y a une absence
d'étanchéité, il y a une porosité entre la transmission qui se voudra de plus en plus au long des siècles professionnels et la transmission, disons, sociale, familiale, et en particulier maternelle ou grand-maternelle, puisqu'on a évoqué les grands-mères. Une simple anecdote, si on peut dire. J'ai eu l'occasion récemment de préfacer la réédition des très intéressants souvenirs culinaires d'Auguste Escoffier, donc l'empereur Auguste, qui ne manque pas de nous faire comprendre qu'il doit tout à ce qui n'était d'ailleurs pas du tout sa vocation. C'est un peu comme pour Bernard Loiseau, pas du tout sa vocation. Grosso modo, lui, il se voyait sculpteur, mais on lui a dit à 13 ans, bah écoute, tu seras cuisinier. Et il est dit clairement, bah, il ne reste plus qu'à faire ce qu'on me disait. Bon, c'est écrit évidemment à une autre époque que la nôtre. Et clairement, il rappelle quand même qu'il avait une grand-mère, une de ses deux grand-mères, qui l'avait déjà attiré dans cet espace-là. Donc, sous cette réserve-là, je vais commencer par donner la parole, dans un ordre grossièrement chronologique, à Patrick Rambourg, qui ne va pas remonter à 30 000 ans. Je précise que les 30 000 ans étaient là pour dire qu'à partir du moment où les sociétés humaines se stabilisent avec, à portée de la main, le feu et l'agriculture, la question d'une éventuelle spécialisation, mais très progressive, des métiers de bouche, on reviendra peut-être progressivement à l'hôtellerie aussi, aux métiers de l'accueil, qui se professionnalisent sans doute plus récemment, se pose. Mais avec Patrick, nous allons simplement remonter au Moyen-Âge, dont il est expert, étant entendu que parler de la formation, en particulier des cuisiniers au Moyen-Âge, c'est parler de la formation pendant des siècles qui ont précédé le Moyen-Âge, qui l'ont suivi, un ancien régime de la formation, dont nous ne sommes évidemment pas complètement sortis. Vous en êtes vous-même les acteurs, les témoins, parce que cette transmission par l'apprentissage, évidemment, si elle a disparu dans beaucoup de domaines, elle n'a évidemment pas disparu dans le domaine de la cuisine, ni de l'hôtel. Patrick. Oui, merci Pascal. Pas plus de 10 minutes. Pas plus de 10 minutes, on va essayer. Oui, parler de la transmission, parler des connaissances, des savoirs et des savoir-faire au Moyen-Âge, notamment dans le Paris de la fin du Moyen-Âge. Je travaille beaucoup sur Paris. Et donc, concernant les derniers siècles, 14e, 15e, mais aussi je commencerai par le 13e et voire le 16e. C'est parler d'abord des métiers de bouche et c'est parler des métiers de l'alimentation, car les sources nous permettent en fait de rentrer au cœur des ateliers et d'essayer de comprendre comment travaille un cuisinier, alors le cuisinier oyer du XIIIe siècle, ou comment travaille un cuisinier qui œuvre à la cour de Charles V ou de Charles VI, par exemple. Parler des métiers de l'alimentation, c'est aussi aborder les charcutiers, les bouchers, les pâtissiers, et tous ces petits métiers qui peu à peu vont s'imposer dans la grande ville qu'est Paris et qui nourrissait une grande partie de la population de la ville. Alors, on a une source importante qui sont en fait les règlements de métier. Et ces règlements de métier, on les a en gros depuis 1268, ils ont été répertoriés et les métiers ont présenté, donc les corps professionnels ont présenté leur métier devant le prévôt de Paris, Étienne Boileau. Et ces règlements de métier nous permettent donc d'aborder cette profession et ces techniques, voire la professionnalisation de ces métiers. Car sur la longue durée, il va se passer quelque chose, c'est que dans un premier temps, ces professionnels présentent leur règlement, leur statut pour confirmer quelque chose qui existe déjà. Et puis ensuite, petit à petit, en avançant vers le 15e et 16e siècle, ils vont se professionnaliser, donc les règlements vont devenir de plus en plus précis, à la fois sur la technique et à la fois sur la transmission des savoirs et des savoir-faire. Alors, que sait-on sur la connaissance et sur les savoir-faire et les savoirs donc dans ce type de source? D'abord, on voit qu'il y a déjà la structure qui est très présente et très nette, apprenti, valet, compagnon, maître. Donc, quand un jeune rentre dans une profession, alors ça ne concerne pas que les métiers d'alimentation, bien sûr, ça concerne tous les métiers de cette époque, et puis ça va se poursuivre après. On a donc un jeune qui arrive et qui trouve un accord avec l'artisan, avec le patron, l'employé, le maître, et il reste un temps déterminé, 2 ans, 3 ans, pour apprendre un métier. Ensuite, il devra, pour devenir compagnon, parfaire cette connaissance professionnelle, et ensuite, pour devenir maître, il devra faire un chef-d'œuvre. Alors, au XIIIe siècle, le chef-d'œuvre est extrêmement rare. On fait confiance encore à la connaissance acquise par le savoir, par le geste, et puis par l'oralité et par la parole. Mais petit à petit, à fur et à mesure que les métiers vont se spécialiser, par exemple, issus des cuisiniers oyers, on va avoir les rôtisseurs d'un côté et les charcutiers de l'autre côté. Donc, et puis ensuite, il va y avoir les pâtissiers et
fabricants de pain d'épices. Donc cette spécialisation va obliger les professionnels de bouche, quelque part, à préciser leur technique et à préciser la manière de transmettre les connaissances et les savoir-faire. Donc ça, c'est très important, parce que ça nous voit la construction de métiers, donc au cours de ces 3 siècles, qui sont très très importants pour notre propos et notre connaissance et notre savoir, une base professionnelle qui, j'ai quand même l'impression, est toujours là quelque part, et elle perdure, aussi bien chez les restaurateurs comme dans le cadre de la formation des écoles hôtelières ou même dans le cadre de la formation au sein des entreprises. Alors ça, c'est une première approche de cette connaissance, de cette transmission des savoir-faire. On a une autre approche qui sont les traités culinaires, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les livres de cuisine, même si on ne peut pas encore parler de livres de cuisine avant les années 1480. Cette transmission, donc au travers des livres de cuisine, des traités culinaires, là c'est la transmission de la grande cuisine, c'est la transmission de la cuisine qui se fait à la cour royale. On a un langage spécifique qui commence à apparaître. Par exemple, on nous explique ce que c'est que larder, on nous explique ce que c'est que boutonner, on nous parle de lever un poisson, on nous explique comment couper un saumon. Donc on a vraiment les gestes et les techniques qui sont décrits, qui sont codifiés. Et ça c'est très important, parce que codifier une recette, codifier des savoir-faire, c'est la volonté, outre de sauver quelque chose, de mémoriser quelque chose, mais aussi la volonté de transmettre cette connaissance et ce savoir-faire aux générations qui suivent et qui viennent. Alors, une des grandes réussites de ces professionnels de bouche, c'est d'avoir codifié leur savoir-faire et leur pratique sans fermer totalement la porte. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui est là, qui permet de réagir et qui permet de créer quelque chose de nouveau suivant l'évolution de la société, suivant l'évolution des goûts. Et donc, c'est pour ça que l'on peut voir, quand on analyse les recueils de recettes et traités culinaires sur la longue durée, que l'on voit l'évolution des goûts, par exemple, la consommation très forte des épices au Moyen-Âge, et peu à peu la disparition des épices à la Renaissance et au XVIIe siècle, et l'arrivée du sucre et du beurre. Donc ces recueils de recettes, ces livres de cuisine, sont vraiment une source très importante pour voir comment évoluent ces savoir-faire et cette connaissance au sein même de la cuisine, mais pas de toutes les cuisines, seulement de la grande cuisine. On a quand même un exemple différent qui est un traité de domesticité, c'est-à-dire, on connaît à peu près cet ouvrage, puisqu'on peut le trouver encore en poche aujourd'hui, c'est Le Ménager de Paris, le Ménager de Paris en vieux français. Et ce qui est fort intéressant, c'est que là, on a une cuisine bourgeoise, donc une cuisine qui se construit par rapport à la cuisine aristocratique, donc une cuisine qui est simplifiée, mais surtout des textes qui sont extrêmement détaillés. Pourquoi ? Parce que ce grand bourgeois, ce monsieur qui avait un certain âge, s'est marié avec une très très jeune femme. Et il savait qu'il allait partir et laisser sa jeune femme toute seule, donc sur Terre, alors qu'il serait déjà dans l'au-delà. Donc il a écrit ce traité de domesticité pour expliquer à sa jeune femme comment tenir sa maison. La chance, c'est qu'on a environ 400 recettes dedans, et on a aussi des informations sur comment aller faire le marché dans le Paris du XIVe siècle, comment choisir le poisson, comment choisir la viande, faire attention à la laitière qui a tendance à mettre de l'eau dans du lait, par exemple, surtout faire attention au beurre et ne pas avoir l'impression d'avoir acheté un bon beurre alors qu'à l'intérieur c'est du vieux beurre. Bref, une mine d'informations sur la manière dont est transmis en fait cette connaissance et ce savoir-faire. Alors là, on a un homme qui n'est pas cuisinier, qui transmet une connaissance culinaire et une connaissance alimentaire à une jeune femme qui, semble-t-il, ne sait pas du tout faire la cuisine. Donc là, on a un autre mode de transmission que l'on voit bien apparaître dans ce Paris médiéval. Donc du coup, pour l'instant, on peut déjà imaginer qu'il y a 3 modes de transmission. La transmission au travers de l'apprentissage dans les corps professionnels qui peu à peu se spécialisent et norment leur savoir-faire, mais ça va avoir un revers en même temps. C'est-à-dire qu'en normant ces savoir-faire et en se spécialisant de plus en plus, on met de côté tous ceux qui n'ont pas cette connaissance. Et donc du coup, les métiers petit à petit vont se fermer, et les métiers entre eux vont se battre quelque part. Par exemple, le poulailler, celui qui vend des poules va vouloir vendre des poules rôties, cuites, mais le rôtisseur va dire non, c'est mon job, tu n'as pas à rôtir des volailles. Et le rôtisseur va expliquer, mais moi je peux vendre aussi des volailles toutes prêtes à cuire, et le volailler va dire non, c'est mon job. Et donc comme ça, on voit des savoir-faire qui se mettent en place, des savoir-faire qui se transmettent, et on voit ça aussi dans les frictions qu'il y a entre les métiers. Donc, une connaissance qui se transmet au travers de l'apprentissage dans les corps professionnels, une connaissance, j'aurais tendance à dire, littéraire quelque part, au travers des livres de cuisine, mais on sait bien en même temps que ces fameux livres de cuisine, ces traités culinaires dont le plus connu est Le Viandier de Taïwan, on se pose toujours la question aujourd'hui à qui on transmettait cette connaissance, puisque malgré tout, c'est
quand même écrire des recettes, et à part peut-être un ouvrage très ancien, les enseignements qui enseignent à Paris toute manière de viande, où on pense que là c'était adressé à des professionnels, les autres, on a plutôt tendance à penser que c'est plutôt pour un public élitiste. Et puis la troisième connaissance que l'on peut voir au travers des sources médiévales, notamment pour le Paris, c'est cette connaissance domestique. Elle est là. On a cette source extrêmement importante, cette connaissance domestique qui nous permet de bien voir ce que retient le bourgeois de Paris pour enseigner à sa jeune femme. Et si on compare une recette du bourgeois de Paris et une recette donc du viandier de Taïwan, on voit la différence en fait. Il y a souvent 5-6 phrases en plus et il y a beaucoup de mots en plus et beaucoup de détails. Donc on voit qu'il ne s'adressait pas à un même public. Mais en même temps, il transmet une même forme de connaissance, c'est-à-dire la cuisine et l'art culinaire et les connaissances alimentaires au sein de ce Paris de la fin du Moyen-Âge. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, parce qu'on a déjà, les 10 minutes sont déjà passées. Juste j'ai souhaité en fait montrer que cette notion de transmettre des savoir-faire et de sauver ou de mémoriser des savoir-faire, elle est là depuis très 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 longtemps. Voilà. Et c'est ce qui fait toute la réussite quelque part de ces métiers de l'alimentation. Merci Patrick. Si nous avons le temps tout à l'heure, on pourra vous demander des exemples de chefs-d'œuvre. Si vous évoquez les chefs-d'œuvre, ce serait tout à fait intéressant d'avoir quelques exemples pratiques. Mais je vais d'abord donner la parole à Philippe Gillet, qui à la fois va prendre le relais sur le plan chronologique, mais vraisemblablement, tel que je le connais, va bondir d'un saut olympique vers le XXe siècle. En effet, oui. Alors, il est vrai que le titre de cette table ronde, 30 000 ans d'histoire, a vraiment failli me faire déclarer forfait. Une telle perspective, surtout pour un historien, c'est inquiétant. Alors, j'ai bien sûr choisi de me concentrer sur une période chronologique qui peut paraître relativement restreinte au sein d'un tel projet. Il s'agit de la période qui nous sépare en gros du XVIIe siècle. Donc, à mon échelle, c'est la période que je connais le moins mal. Alors, je vous invite quand même peut-être à faire entre cette période et nos jours des comparaisons qui pourraient paraître inattendues. En effet, je vous propose d'observer d'une part les remarques que j'ai pu relever ici et là à propos des traits saillants du caractère des aubergistes des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, et de les comparer d'autre part avec certaines conclusions que j'ai pu tirer de mon expérience d'enseignant auprès d'étudiants dans un cursus de licence professionnelle hôtellerie-restauration. Il s'agit plus précisément d'une licence en alternance dite technique de commercialisation des produits de l'hôtellerie-restauration, donc dispensée à l'IUT de Paris 13. Alors, de ces comparaisons entre les aubergistes du temps passé d'une part et les étudiants du temps présent d'autre part, il s'agirait de tenter, bien sûr, de faire émerger avec vous, et par vos questions ensuite, des traits de mentalité, de sensibilité, qui peuvent avoir quelques ressemblances malgré les siècles qui les séparent. Et puis, bien entendu, il s'agira de voir ce qui peut être dit sur ces traits de mentalité à propos de la transmission des savoir-faire et de l'apprentissage, puisque c'est justement ce thème qui nous réunit. Alors, je commencerai par parler de ce personnage particulier des XVIIe, XVIIIe, XIXe, l'aubergiste. Lorsqu'on s'intéresse d'un peu près à l'histoire du goût et des habitudes alimentaires, il émerge de façon récurrente dans les sources historiques. On le retrouve dans les témoignages divers, les récits de voyageurs, les mémoires, mais également dans des œuvres de fiction théâtrale, notamment où il est parfois peint dans les œuvres théâtrales, où il est parfois peint, pour ne pas dire croqué, avec une certaine finesse, et sous des traits souvent si ressemblants qu'on finit par voir dans ces portraits des clichés, mais des clichés révélateurs. Pour parler vite, l'aubergiste de cette époque semble avoir été une sorte de type social bien particulier. Alors comment le définir ? Alors, les conditions générales de travail d'un aubergiste avaient alors beaucoup à voir avec celles d'une catégorie pléthorique en ces temps passés. Je parlais de la domesticité. La domesticité prise dans son sens le plus large, c'est-à-dire depuis les intendants de grands domaines jusqu'aux plus humbles des palefreniers. Pour mémoire, rappelons que les domestiques sont souvent décrits de façon assez ambiguë et parfois péjorative dans les sources de l'époque. Je ne prendrai pour exemple que certaines remarques qui les confondaient dans un groupe avec les enfants et les femmes, au sein d'une catégorie ainsi définie, les femmes, les domestiques, les enfants, celles et ceux qui ne se gouvernent pas. Alors j'avais relevé cette remarque faite à propos de la piquette, cette boisson faite à partir du mou de raisin et de l'eau, sur lequel on jetait de l'eau donc pour confectionner une boisson à faible teneur alcoolique. Alors l'auteur destinait, comme je l'ai dit, cette boisson à celles et ceux qui ne se gouvernent pas. Ce qui m'avait frappé, c'est que dans une source britannique, j'avais trouvé la même remarque à propos de small beer, la petite bière, elle aussi destinée à ces gens. Mais revenons à nos moutons, donc à nos aubergistes. Donc les formes extérieures de leurs conditions de travail ressemblaient bien à celles des domestiques, mais leur statut était tout autre. L'aubergiste est indépendant, il est à son compte, on dirait aujourd'hui. Il a donc conquis une véritable liberté et il tient à ce que cela se sache. On le dépeint souvent sous les traits d'un homme ou d'une femme, au caractère bien trempé, à l'humeur devenant vite ombrageuse.
En France et aussi ailleurs en Europe, les récits de voyage, par exemple, fourmillent d'anecdotes au sujet de propos très vifs tenus lors de querelles entre clients et patrons ou patronnes d'auberges. J'insiste d'ailleurs sur cette mixité. Alors, dans certains cas, d'ailleurs, les portraits littéraires de l'aubergiste ont quelque chose à voir avec celui de l'esclave affranchi, tel que le dépeignait Pétrone dans le Satyricon sous les traits de Trimalcion. On sent bien que l'auteur de ce portrait a eu affaire personnellement et de manière un peu chaude, sans doute, avec un ou une aubergiste et qu'il en garde rancune à l'ensemble de la profession. Alors, on peut observer de façon variée ces traits de caractère si caractéristiques. Pour ma part, j'y vois déjà de la fierté, et la fierté, à mon sens, c'est un sentiment noble. Chez l'aubergiste, il pourrait s'agir de la fierté de s'être arraché à sa condition, de s'être élevé, d'avoir gagné son indépendance, sa liberté, d'être maître chez soi, comme on disait alors. Et cette fierté aurait généré une sorte de susceptibilité à fleur de peau lorsqu'elle se voyait ignorée ou méprisée. Mais quel rapport, me direz-vous, avec les étudiants d'aujourd'hui tels que je les ai côtoyés? Alors j'y viens. Mais je vais d'abord dire deux mots de ces étudiants. Qui sont-ils? On peut les répartir en deux catégories. La première regroupe celles et ceux que j'appellerais les professionnels. Selon les promotions, elles concernaient entre 40 et 80% des effectifs. Ces étudiants étaient issus des filières professionnelles hôtelières. Ils avaient suivi le chemin allant du BEP, voire du CAP, bac professionnel, BTS. Et entre-temps, ils étaient allés en stage, ils avaient fait des extras. Certains même avaient interrompu un temps leurs études pour une première entrée dans la vie professionnelle, en France, à l'étranger, au Royaume-Uni notamment. Alors l'autre catégorie d'étudiants est tout autre. La plupart ont déjà un diplôme de l'enseignement supérieur. Dans un premier temps, certains ont entrepris des études fort ambitieuses, langues, lettres, arts et même musicologie. Bref, et sans ironie, ces filières dont l'ouverture sans numerus clausus sert plus sûrement celles et ceux qui enseignent que celles et ceux qui étudient. Alors, diplôme en poche, ces jeunes gens et ces jeunes filles sont entrés ensuite dans l'entreprise de main-d'œuvre la plus importante de France. Je veux parler de Pôle emploi, bien sûr, où ils ont passé quelque temps à chercher en vain un travail correspondant à leur formation initiale. Entre-temps, il a fallu survivre, voire déjà pendant les études. Donc, ils ont trouvé des petits boulots dans l'hôtellerie-restauration. Et puis, ils se sont dit que cette première expérience professionnelle pouvait se prolonger avec un statut plus solide. Alors, dans cette seconde catégorie, il y a également d'autres étudiants qui avaient suivi une filière professionnelle en UT, section commerce, tourisme, et qui veulent muscler donc cette formation initiale en se tournant vers l'hôtellerie. Et qu'il s'agisse du premier groupe des étudiants ou du second, moi je les ai assez bien connus, souvent d'ailleurs, pas pendant les cours, mais on en a boire un pot avec eux après les cours. Et alors j'ai autant appris sur leurs conditions et surtout sur leurs espoirs qu'ils ont appris avec moi sur l'histoire du goût que j'étais chargé d'enseigner. Alors ces étudiants se répartissaient entre filles et garçons de façon assez harmonieuse, selon les promotions, avec un peu plus de filles, un peu plus de garçons, mais sans déséquilibre du sexe ratio. Alors tous et toutes avaient des plans de carrière assez semblables, une fois leur diplôme en poche, quand ils en parlaient évidemment en se projetant à l'avenir. On y retrouvait les projets communs que voici. Plus rapidement possible obtenir un poste de responsabilité, un poste de manager, travailler un temps, pourquoi pas à l'étranger, dans un établissement de prestige, mais surtout, et pour une part importante d'entre eux, monter leur propre affaire. Et d'ailleurs, cette dernière hypothèse faisait l'objet d'une partie importante de la validation finale de leur cursus sous la forme de la rédaction d'un mémoire, où chacune et chacun devait imaginer une entreprise dont elle serait le créateur, en étayant cette fiction de la façon la plus crédible possible, avec tous les modèles économiques, managériales, esthétiques. Alors, arrivé à ce point de mon petit exposé, je peux à présent revenir à mon interrogation initiale. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces aubergistes et ces étudiants? Je dirais qu'il s'agit d'un véritable esprit, état d'esprit complexe, qui, s'il est observé de façon trop sommaire, d'ailleurs, peut être confondu avec des stéréotypes. Les formes d'expression d'un tel état d'esprit peuvent être mal comprises. Certains parfois les qualifient un peu trop vite de poujadisme. Ce n'est pas mon analyse. D'autant que j'ai constaté maintes fois, pour ce qui concerne mes étudiants, que l'ensemble de leur formation, qui, je le rappelle, se déroulait dans le cadre de l'alternance, valorisait cet état d'esprit. Et avec raison. Un exemple. Lorsque je rencontrais au sein des entreprises les maîtres d'apprentissage, les compliments ou les reproches qui étaient faits à ces jeunes apprentis tournaient toujours autour des mêmes thèmes: autonomie, esprit d'initiative, autorité. Donc, fierté de s'être arraché à sa condition chez les uns, volonté de progresser chez les autres, désir de prendre son destin en main, volonté d'entreprendre au sens le plus large du terme, chez les uns comme chez les autres. Alors, selon les grilles d'analyse théorique à travers lesquelles cet état d'esprit sera lu, on pourra les qualifier de manière très contrastée, allant de la conscience de classe à l'esprit d'entreprise au sens le plus libéral du terme. Bien sûr, je laisserai aux spécialistes le soin d'affiner cette analyse. Alors, pour conclure, et pour ce qui me concerne, bien sûr, mon ambition était plus modeste. J'ai cherché à mettre en avant le fait que la transmission des savoir-faire au sein des entreprises et des filières de formation
de l'hôtellerie-restauration s'inscrit dans une tradition. Alors, tradition, bien sûr, des savoir-faire eux-mêmes, mais tradition d'un certain état d'esprit qui, de façon explicite ou subliminale, lui donne une certaine originalité qui, je pense, peut être mis en avant, car il s'agit, bien sûr, de cette transmission des valeurs dont il fut question depuis ce matin. Je vous remercie. Merci. Et effectivement, je crois que c'est le mérite de ce type de table ronde de faire comprendre qu'on parle du présent en permanence et que toute histoire est contemporaine. Alain, ce sera à la fois la prise de relais et on va peut-être entrer effectivement dans des configurations qui nous évoqueront l'actualité la plus récente. On va d'abord bonjour. Oui. Ça va comme ça? Bon. Donc, mes prédécesseurs me fournissent le moyen d'entrer dans le vif du sujet, de celui en tout cas dont je vais vous parler, c'est-à-dire de la formation des cuisiniers et des cuisinières au XIXe et XXe siècle. Puisque le mot de corporation a été prononcé, effectivement, dans le vocabulaire des cuisiniers, c'est un mot important, puisqu'on parle des ouvriers, on parle de l'ouvrier, du bon ouvrier, de celui qui fait une œuvre, et qui fait un chef-d'œuvre, éventuellement, qui faisait. Et puis, Philippe Gillet a prononcé un mot très important pour parler de notre sujet, puisqu'il a employé le mot de domestique. Et effectivement, au moment où je prends le relais, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, on a affaire à une population essentiellement de cuisinières. Ces cuisinières, comme les cuisiniers, sont encore dans un statut qu'on peut appeler de domesticité ou d'employés sous la tutelle de restaurateurs. Ils ne sont pas encore affranchis de cette tutelle. Et à cette époque, pendant longtemps, pendant des décennies encore, disons pour une grande moitié du XIXe siècle, il n'est pas question de parler d'enseignement, de professionnalisation. Il n'y a pas très peu de livres de cuisine. Il y a très peu d'ouvrages à la disposition des formateurs ou des lecteurs éventuels que seraient des cuisiniers. Or, ces cuisiniers, il faut bien le rappeler, et c'est très émouvant, là je fais appel j'évoque l'émotion que je ressentais quand je lisais des sources qui sont les procès-verbaux des sociétés de secours mutuels, c'est-à-dire les premiers syndicats, on pourrait dire, de cuisiniers, et qui sont écrits dans un français plus qu'approximatif, parce que nous ne l'oublions pas, jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'aux lois scolaires, les cuisiniers entrent en formation ou apprennent finalement dans cet apprentissage qui reste l'archétype et le modèle de formation dominant. Et là, nous sommes dans un relais par rapport au passé, puisqu'on est toujours dans un système d'apprentissage sur le tas, et je dirais d'emblée, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, par la pâtisserie. Le métier de cuisinier s'apprend par l'apprentissage et par l'apprentissage en pâtisserie. Et un apprentissage qui dure 2 à 3 ans et qui n'est pas de tout repos. On est loin des formules actuelles où on pourrait discuter la préparation et la façon de faire un godiveau. Il n'en est pas question. On doit retourner le godiveau jusqu'à temps qu'il soit jugé bon ou parfait par le maître d'apprentissage. Ce maître d'apprentissage, d'ailleurs, que l'on devait payer et auquel on devait fournir éventuellement même des habits, les habits ou des tabliers. Donc, à la fois celui qui assurait le gîte et on pourrait dire le couvert, mais était quand même payé pour assurer cette tâche de formation. Cette formation, donc, qui, je vous le répète, au fond, était une formation sur le tas. Et effectivement, le combat des cuisiniers a été un combat pour l'éducation à la formation et à la professionnalisation, mais ce combat a d'abord été porté par des sociétés de secours mutuels qui se sont formées au milieu du XIXe siècle et dont sont sorties les initiatives pour créer des écoles de cuisine, pour créer une profession qui n'existait pas, puisqu'il n'y avait aucune formation à finalité professionnelle jusqu'à une date très très récente. Donc, à la fin du XIXe siècle, les cuisiniers vont créer une éphémère école avec leur denier, une éphémère école professionnelle de cuisine qui n'aura pas une très longue vie. Pourquoi ? Parce que les patrons n'étaient pas très contents de voir partir non seulement des apprentis qui leur coûtaient pas grand-chose en formation qu'il aurait fallu après payer. Et donc cette école n'a eu qu'une vie très très brève, disons 1 année et demie. À la même époque, à la fin du XIXe siècle, quand l'école
devient laïque publique, l'école publique devient obligatoire et qu'elle est laïque en France, donc les conditions même de la formation, les cuisiniers vont être obligés disons, il n'y aura pas de formation avant le certificat d'études primaires, et ça va être la règle jusqu'à l'époque pratiquement très proche de nous, c'est-à-dire on entre en cuisine, on entre en formation, après le certificat d'études primaires, et ceci donc c'est la fin du XIXe siècle, époque à laquelle donc des initiatives se développent pour professionnaliser une activité qui n'est pas encore professionnalisée. Bien sûr, on apprend la cuisine sur le tas, on la maîtrise plus ou moins après, et on devient chef au bout de 10 ans d'exercice de la cuisine, souvent un exercice qui est extrêmement divers, puisque ça se passe aussi bien dans les restaurants que dans les maisons bourgeoises. Il y a justement à cette fin du XIXe siècle des éléments de professionnalisation qui apparaissent très nettement à travers ce qu'on appelle la constitution, la formation des brigades, aussi bien à l'initiative d'Escoffier que de chefs de maisons bourgeoises qui s'appellent Gustave Garlin, parce que les uns et les autres, l'un et l'autre vont montrer qu'un chef de cuisine, un chef confirmé, un chef formé, après 10 ans d'exercice et pas seulement d'apprentissage, donc de pratique de la cuisine, va diriger une brigade, donc au fond, va être le maître d'œuvre, le chef, le gros bonnet. Et cette structure militaire, cette structure de l'activité se développe, se théorise et se pratique dans les grands hôtels, dans les palaces, à la fin du XIXe siècle, et va continuer depuis. Donc, le deuxième temps, c'est cette fin du XIXe siècle, et pour avancer dans le XXe siècle, disons pour franchir un peu le tournant du siècle, le métier de cuisine, l'activité se professionnalise aussi à travers des réformes, ou disons développement de réforme de l'apprentissage, conséquence de la loi d'Astier de 1919, réforme de l'apprentissage en 1927-28, qui se traduit par la reconnaissance des droits des apprentis. Ces apprentis qui étaient une main-d'œuvre bon marché, presque, disons, non pas taillable et corvéable, mais qui vivaient dans des conditions que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais qui étaient extrêmement difficiles, extrêmement dures. Et à partir de ce contrat d'apprentissage qui va être développé et mis en place dans les années 27, on va reconnaître des droits, on va payer les apprentis, et les choses vont commencer, donc on avance vers la professionnalisation. Cette professionnalisation qui se poursuit, qui progresse au fil à mesure qu'on avance dans le XXe siècle, mais évidemment qui va prendre des aspects nouveaux après la Seconde Guerre mondiale, quand la profession se transforme elle-même, c'est-à-dire que d'une part le salariat se développe, parce que les cuisiniers, quand on emploie le mot cuisinier, c'est un mot un peu fourre-tout. Qu'est-ce qu'un cuisinier? De plus en plus, c'est un salarié et qui bénéficie des droits de tous les salariés, qui est rétribué comme les salariés, qui est mensualisé, mais il a fallu attendre très longtemps, après jusqu'aux années 60. Et donc, on a une profession qui évolue et qui change considérablement après la Seconde Guerre mondiale, quand, d'une part, le salariat va se développer au sein de la profession, puisque la majorité des cuisiniers maintenant sont des salariés. D'autre part, quand les cuisiniers vont devenir des restaurateurs, c'est-à-dire vont devenir propriétaires de leur établissement, c'est un autre grand changement. Et en toile de fond, pour terminer, évidemment, tout ce qui va changer, c'est aussi le développement des écoles hôtelières, déjà dans l'entre-deux-guerres, qui, pour la profession, est fondamental, tout comme le fait que les cuisiniers deviennent propriétaires d'hôtels, propriétaires de restaurants, s'établissent à leur compte et vont mettre sur leur façade de restaurant leur nom, ce qui est un grand changement dans l'histoire même de la profession et de l'activité de cuisinier. Donc, le dernier point sur lequel j'insiste maintenant, c'est que, évidemment, comme beaucoup d'autres aspects, la médiatisation, la surmédiatisation de la profession change complètement toutes les données du problème de la formation, puisque, comme l'école qui est concurrencée par la télévision, et bien, la médiatisation de l'activité de cuisinier est un changement considérable qui a des conséquences énormes du point de vue de la formation, puisque c'est la source principale d'information, c'est la source principale de formation par rapport aux écoles, par rapport aux institutions
qui, disons, sont confrontés à des problèmes, pour ne pas dire à d'autres problèmes de contenu, problèmes de méthode d'enseignement, problèmes multiples qui sont ceux de l'enseignement de la cuisine actuellement. Merci. À écouter Alain Drouard et ses prédécesseurs, je me posais la question in petto, de savoir dans quelle mesure les enseignants d'hôtellerie-restauration maîtrisent l'histoire non pas des métiers de bouche, à la rigueur pourquoi pas, mais même de l'enseignement de ces métiers. J'espère que c'est le cas, mais je constate qu'à l'heure actuelle, on sent avec l'accélération de l'histoire, comme on dit, mais qui est une formule passe-partout, mais quand même assez justifiée, ce qui est une accélération de la communication, tout simplement, on sent bien qu'il y a dans toutes les professions possibles et imaginables au sein de notre société une demande d'histoire. D'où venons-nous? Par quelles étapes sommes-nous passés? Donc, je ne connais pas assez les plans d'études des différentes sections pour savoir si la simple question qui peut paraître modeste, mais qui mérite quand même qu'on s'y arrête peut-être quelques heures dans un cursus de plusieurs années, de l'histoire de la formation. Je ne sais pas si cette ligne existe. On en reparlera. Je sens qu'il y a déjà des personnes qui lèvent la main. Il y a Gérard Cagnard, bien entendu, qui aura quelque chose à dire. Je le sens. Et puisqu'on a évoqué les écoles hôtelières, il faudra qu'on revienne sur les lycées hôteliers et les structures apparentées. Je crois que ce serait peut-être le moment de donner la parole à Christine Demenmeyer, qui va nous parler sans doute des écoles hôtelières en général, mais surtout de sa bien connue école hôtelière, et si j'ai bien compris, où se trouve le fils de Dominique Loiseau. Donc, il a peut-être, madame, comme professeur, oui, il va peut-être... Il l'a eu, bon, elle confirme. En effet, il m'a eu. Ah bon, voilà. Comme professeur. Alors, je vais vous présenter l'école hôtelière à travers son histoire, en fait. Je ne voudrais pas que vous pensiez que nous soyons arrogants, quoique nous le sommes un petit peu, mais en fait... C'est bien que vous le disiez comme ça. Voilà. Mais en fait, nous avons une histoire et une tradition. Voilà pourquoi nous pouvons en fait être un tout petit peu arrogants. Voilà notre vocation. C'est la référence mondiale dans la formation au métier de l'accueil. Notre mission, c'est la raison pour laquelle ce matin on a parlé dans la transmission qu'il y a un échange. Donc c'est aussi également important pour nous d'avoir des étudiants de talent. Nous essayons d'avoir des professeurs de talent, mais nous essayons surtout également d'avoir des étudiants de talent. Notre philosophie, savoir, savoir-faire, savoir-être. Ce matin aussi, il y a eu des anecdotes, les étudiants qui rentraient dans le lycée hôtelier et qui ressortaient transformés. Je peux vous dire que chez nous, c'est également la chose qui est la plus importante et la plus visible. C'est la transmission des valeurs. Voilà, c'est là où je vous disais qu'on peut peut-être paraître arrogant. On est la première école hôtelière du monde, historiquement. Mais nous le sommes également dans la réalité. C'est pas nous qui l'affirmons, hein, c'est des sondages qui sont faits. Vous me direz c'est assez facile parce que les sondages sont faits auprès des grandes chaînes hôtelières et des grands hôteliers, et la majorité d'entre eux sortent de l'école hôtelière de Lausanne. Donc c'est clair qu'ils vont dire qu'on est les meilleurs. Bien. Mais c'est en fait aussi quelque chose que nous voulons vraiment préserver, garder, et nous cherchons à avoir toujours un temps d'avance. Parce que l'histoire nous explique que l'évolution de la transmission change. On a beaucoup parlé de la tradition. J'ai choisi cette maxime de Paul Valéry parce que pour moi, elle est vraiment très très claire. C'est une question d'esprit. On a aussi parlé d'état d'esprit. Et donc la tradition, c'est pas les normes, c'est pas le dogme, c'est l'esprit. 1893, c'est la création de l'école hôtelière. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, mais ce monsieur s'appelle monsieur Tchoumi et c'est notre fondateur. Monsieur Tchoumi, en fait, a eu une carrière inverse à la mienne, c'est-à-dire qu'il a commencé par l'enseignement et il a fini par diriger des hôtels. Moi, j'ai fait l'inverse. Et en fait, en 1889, il a pris la direction d'un des plus beaux hôtels de la Suisse, qui est toujours le plus beau hôtel de Suisse, qui s'appelle le Beau Rivage à Lausanne, le Beau Rivage Palace à Lausanne. Et en fait, il a été nommé à la direction de cet hôtel parce qu'il avait démontré des capacités de gestion hors normes. Et il a identifié qu'en effet, s'ils n'avaient pas de problème de formation au niveau de la cuisine, puisque ça se faisait sur le tas et que c'était organisé, qu'il y avait des brigades, il avait un problème dans tout ce qui était hospitalité, tout ce qui était accueil.
Parce que les gens qui travaillaient dans les hôtels étaient issus de classes sociales basses et ils n'avaient pas d'éducation. Et c'était un problème pour lui, puisque sa clientèle, par contre, était très éduquée et élitiste. Donc, il a identifié ce besoin de formation. Et il a créé l'école hôtelière en 1893. En fait, c'est la Société suisse des hôteliers qui a créé l'école hôtelière. Donc là aussi, c'était les patrons, en fait, qui créaient l'école hôtelière. Et voilà à quoi ressemblait l'école hôtelière. Elle était en fait dans un hôtel. C'est pour ça que les écoles qui rêvent d'un hôtel d'application, là c'était un bel exemple, l'école était dans l'hôtel. Donc la cuisine était sur le tas, dans la cuisine, le service était sur le tas, mais ensuite il y avait d'autres matières qui étaient enseignées pour l'éducation générale. Bien, ça a duré un certain nombre d'années, puis ensuite ils se sont aperçus, ça c'était la première promotion, n'est-ce pas, vous pouvez voir, hein. Nous avons un dress code depuis l'origine. Il a un peu évolué, hein, je vous rassure, mais il reste quand même très important. Et voilà les matières qui étaient enseignées. Donc vous pouvez le voir, c'est vraiment des matières de culture générale. Les langues, la géographie, la comptabilité, et il y avait quelques connaissances de marchandises théoriques. Donc en fait, c'était plus l'éducation générale. 1903, ce couple-là, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est monsieur et madame Ritz. Ils sont suisses, ils sont haut-valaisans et ils avaient quitté leur vallée. La Suisse à l'époque était très pauvre, hein. Il y avait 2 ou 3 cantons qui étaient obligés dont la population était obligée d'émigrer pour survivre. Et donc Ritz avait compris qu'il y avait quelque chose à faire dans l'industrie, enfin à l'époque dans l'hospitalité. Et donc il avait voyagé et il avait créé donc le Ritz à Londres. Il s'intéressait à la formation et à la transmission. Et l'école hôtelière avait un problème, à l'hôtel d'Angleterre à Ouchy, de cohabitation entre les professionnels qui travaillaient et les étudiants qui étaient pas toujours en train de travailler. Donc en fait, ça ne marchait pas très bien. Donc la Société suisse des hôteliers a décidé d'acheter une propriété, mais n'avait pas les moyens de la transformer et de la rénover. Donc Ritz a financé une partie, ainsi que déjà à l'époque 2 assurances, la Zurich et la Winterthur. Donc voilà, qui ont financé l'école hôtelière. Voilà qu'est-ce qu'ils ont acheté. Et voilà en fait ce qu'ils ont fait après en 1926, à quoi ressemblait l'école. En 1926, c'est aussi la création des anciens. Dans la transmission, on n'a pas parlé de ça, mais la transmission entre anciens, diplômés, et les générations qui sont étudiantes, c'est très important. Et chez nous, ça fait partie de nos valeurs, la transmission. Je suis une ancienne de l'école, il y a un autre ancien ici. Donc on reste très attaché en fait à notre institution. Voilà, je vous ai mis quelques exemples de types de cours qui ont été lancés. C'est pas pour rien que nous sommes le numéro 1, c'est parce que nous avons toujours suivi les besoins de l'industrie par rapport à la formation. Vous voyez qu'en 57-59, on est revenu avec le mélange école-industrie, école-entreprise en fait, qui est toujours valable à l'heure actuelle. Et nous avons aussi continuellement revisité nos méthodes d'enseignement. Voilà, en fait, alors je ne sais pas ceux qui sont dans l'hôtellerie, la restauration, qui sont de mon âge, s'ils ont connu ça, hein, ça c'était quand même extraordinaire. On passait des heures et des heures à trouver les 10 centimes d'erreur à la clôture, parce qu'il fallait que ce soit exact. Et comme on ne payait pas le personnel à l'époque, c'était pas grave, on pouvait passer des heures. Voilà en fait l'école hôtelière comme elle était en 1974 quand elle a quitté cet emplacement. Quand je l'ai faite, elle était comme ça. 69-72, nous avons eu aussi mai 68. Donc on a créé un journal. Le dress code, il a été un petit peu assoupli, pour ne pas dire beaucoup. Et il y a eu une grève à l'école hôtelière, une grève des étudiants. Des étudiants, parce qu'en fait... On aura tout vu. Hein. Oui, on aura tout vu. C'est la seule grève qu'il n'y ait jamais eu. Ah oui. Et en fait, il y a eu une grève parce que le directeur général avait été renvoyé, séance tenante, parce qu'il était un peu trop laxiste. Pour la Société suisse des hôteliers, bien sûr. Vous allez voir comme il était laxiste. Voilà le dress code, en fait, il était devenu un petit peu plus souple. Alors, ça plaisait pas trop. Voilà la classe, enfin, on voit, il y en avait encore avec costume et cravate, mais on commençait à avoir un petit peu n'importe quoi. Là, c'est la même chose dans les promotions. On voit la différence entre ceux qui étaient encore... voilà. Septembre 1993, l'école hôtelière a subi beaucoup de mutations et elle devient une fondation. Jusque-là, elle appartenait à la Société suisse des hôteliers et là, elle devient une fondation à but non lucratif. Ce qui veut dire qu'elle réinvestit tout ce qu'elle gagne
tous les profits dans l'éducation, aussi bien dans la faculté, mais également dans les infrastructures. Donc, elle déménage au Chalet-Agobé. Le Chalet-Agobé, c'est sur les hauts de Lausanne. C'est une propriété qui appartenait à la ville de Lausanne, et Lausanne ne voulait pas voir partir l'école hôtelière ailleurs, donc ils ont offert le terrain, à condition de garder la ferme qu'il y avait dessus. Et là, on voit aussi que dans l'enseignement, on change de nouveau. On parle plus de compétences relationnelles et leadership, de savoir-faire technique toujours, mais de créativité et de flexibilité. On a un projet EHL 2000 et on arrive évidemment dans les années 2000. Voilà, alors pour ceux qui connaissent le Chalet-Agobé maintenant, il y a quand même un sacré changement. Hein. Voilà l'école comme elle a été construite en 1975. Voilà, les premiers ordinateurs. Hein, nous avions un ordinateur pour l'ensemble de l'école. Et en fait, nous faisions de la programmation. 1, 0, 1, 0. Voilà l'école hôtelière comme elle était en 75. Rien autour. Je vous recommande d'aller voir maintenant. Vous aurez du mal à la trouver. 94-2008, évolution accélérée avec évidemment, on passe au niveau universitaire, reconnaissance universitaire. Ensuite, nous avons un système qui s'appelle les universités de métiers, qui s'appelle les HES. Donc, on a une accréditation HES et une accréditation américaine pour pouvoir déjà délivrer un bachelor en 2001. 2006, un nouveau département des anciens, parce qu'on a aussi voulu revaloriser ce réseau, qui était très important. Voilà notre école actuellement. 25 000 diplômés, 1800 étudiants sur le campus, 80 nationalités, 360 membres de collaborateurs et 355 entreprises qui viennent recruter chez nous. J'ai mis quelque chose pour les femmes, parce que, évidemment, je me sens concernée. 1916, nous étions la première école hôtelière au monde à accepter une femme. 1923, programme officiel mixte. 1926, première femme professeure. Évidemment, c'était la femme du directeur, c'était plus facile. Bon, il n'y a que le premier pas qui coûte. 48, l'école a eu une interruption pendant la guerre, hein, et elle a pu redémarrer grâce aux anciens, justement, grâce au réseau des anciens qui a financé le redémarrage de l'école. 48-72, on voit qu'il y a déjà 15% de femmes, mais seulement 6 suivent le cours principal, c'est-à-dire vraiment le cours de manager. 1993, 50% de femmes, mais toujours que 21%. Et c'est pas si vieux que ça, 1993. Et c'est seulement maintenant, en 2011, que nous avons une majorité de femmes, et une majorité de femmes dans le cours principal également. Voilà, ça c'était pour vous montrer aussi les nationalités. On a démarré en 1928, nous avions notre premier Américain. C'est quand même pas mal. Et en 1993, nous avions 20% d'étrangers. En 1948, 75% des étudiants étaient des étrangers. 73% étaient non francophones. C'est quand même assez intéressant de voir ça. 2011, on a un équilibre. On a 2 sections maintenant, anglophones et francophones, et on a un équilibre dans les 80 nationalités. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Alors, la majorité de Suisses est un petit peu trompeuse, parce que dans les Suisses, les 3/4 ont 2 ou 3 nationalités. Donc, ils ont la nationalité suisse pour une question financière uniquement, c'est-à-dire que les Suisses sont subventionnés. Voilà. Voilà l'évolution des programmes. En 1948, nous avions 2 programmes, un long et un court. En 1975, toujours 2 programmes, un long et un court. Alors, évidemment, avec plus de poids dans le programme long. Actuellement, nous avons 3 programmes. On a un bachelor, qui est le programme phare, le diplôme de gestion, qui est un programme qui est ouvert aux professionnels, qui veulent faire un complément. Et donc, on a beaucoup de cuisiniers dedans. Et puis, un master. Voilà. Notre réseau des anciens, une école, un réseau, 25 000 anciens. Contrairement à ce que tout le monde croit, on dit que l'école hôtelière de Lausanne ne forme plus des gens qui restent dans l'hôtellerie et la restauration. C'est faux. Nous avons 62% de nos étudiants qui restent dans l'hôtellerie et la restauration. Évidemment à des postes de manager, on est bien d'accord, mais ils y restent. Voilà en fait les entreprises qui recrutent un petit peu nos étudiants quand ils sortent. Donc on a un peu de tout, puisque en effet on a dévié de l'industrie, excusez-moi, je prends trop de temps, on a dévié de l'hôtellerie à la restauration au métier de l'accueil, mais moi je préfère hospitalité quand même. Voilà en fait les hôtels qui sont gérés par nos anciens, ce sont la plupart, je ne sais pas si vous les reconnaissez, certains, hein, il y a le Parc Hyatt à Paris, il y a le Beau Rivage à Lausanne, il y a Shanghai, il y a différents hôtels que peut-être vous reconnaissez, W à Montréal. Voilà pourquoi nous sommes uniques, le sens de l'hospitalité helvétique. Nous le revendiquons et nous en sommes fiers. Merci. Mais on parlait de fierté à propos des aubergistes d'Ancien Régime. Et je parlerai de passion aussi.
Bien. Alors, et la dernière parole de ce panel, et rassurez-vous, je crois qu'on va tout de suite passer la parole à la salle ensuite, va revenir à l'éducation nationale, Hélène Baumer. Oui, voilà. Alors moi, prise sous un certain angle, d'ailleurs. Oui, voilà. Parce que moi, je m'étais effectivement interrogée, savoir quelle était la raison pour laquelle tout ce qui était économie domestique et vie quotidienne n'était plus enseigné, je précise en France, puisque dans les autres pays, en Suisse, en Allemagne, même au Japon, aux États-Unis, cet enseignement perdurait. Donc, pour ça, je suis allée faire un petit saut, si l'on peut dire, dans l'histoire, pour voir l'évolution. Et donc, je me suis rendu compte qu'en parallèle du compagnonnage, de l'apprentissage dont on parlait tout à l'heure, se développaient des formations auprès des jeunes filles. Et notamment, on retrouve un livre de Vives, Jean-Louis Vives, qui s'appelle « De l'institution de la femme chrétienne » et qui, effectivement, reconnaissait l'importance d'éduquer les filles parce qu'elles allaient avoir, suivant leur milieu social, soit à s'occuper de personnel, des domestiques, soit être eux-mêmes des domestiques dans les grandes maisons. Et donc, les 3 points que souligne Vives, c'est effectivement de donner à cette jeune femme les potentialités pour savoir élever ses enfants, bien entendu à l'époque chrétiennement, hein, ça c'est très, très important, avoir de la conversation, mais aussi aider son époux dans le gouvernement des affaires domestiques. Et ce, donc, c'était dans les années 1500. Alors, bien sûr, on propose surtout de savoir tenir l'aiguille, faire de la cuisine, même pour les princesses, même pour l'aristocratie, et avec une séparation à cette époque-là, bien entendu, et très longtemps encore, entre les filles et les garçons, très nettement, et également avec des savoirs qui sont spécialisés en fonction du milieu social. On a les jeunes filles de la noblesse et de la haute bourgeoisie qui sont accueillies en général en internat et qui bénéficient d'une formation qui va les aider justement à gouverner la maison. Et donc on va leur apprendre un certain nombre d'arts de communication, bien entendu, mais aussi qu'elles sachent faire de la cuisine et des travaux d'aiguille pour pouvoir effectivement diriger après leur personnel. Ça va jusqu'à l'étude des factures, de la comptabilité, donc c'est quand même relativement poussé pour ces jeunes filles. Par contre, le public populaire, lui, est accueilli de manière un petit peu différente. Bon, il y a eu beaucoup de congrégations qui ont participé à ces formations. Et ces jeunes filles, elles, apprennent des tâches ménagères très concrètes pour pouvoir être plus tard de bons employés. Alors bien sûr, la cuisine, c'est évident, hein, et tous les travaux d'aiguille notamment, mais elles font aussi des choses très précises comme la boulangerie par exemple, qui est très développée, on le retrouve dans plusieurs ouvrages pour ces jeunes filles. Alors c'est un petit peu, ça ressemble un peu à l'origine, si l'on peut dire, des futures écoles ménagères. Et donc, on aide ces jeunes femmes à être efficaces. Par contre, lorsqu'il s'agit de la population la plus pauvre, là, c'est le travail direct auprès des artisans, donc sans préparation particulière. Et donc, les premières écoles ménagères ont été créées en 1873. La première est à Reims, donc c'est la première école qui va assurer donc ces cours d'économie domestique. Alors en parallèle, on commence à mettre en place des travaux manuels pour les jeunes gens. Et on va le retrouver après, d'ailleurs, dans les collèges où on aura, dans les années 60 par exemple, de l'enseignement économie domestique et des travaux manuels pour les jeunes gens dans ce qu'on appelait les cours complémentaires avant des collèges actuels. Hein. Et à partir, donc je reviens un petit peu dans la chronologie, à partir du 19e siècle se pose une question importante, c'est le manque de domestiques.
Pourquoi le manque de domestiques? Eh bien, c'est le moment où tout s'industrialise, où les usines recrutent et recrutent aussi des femmes. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un manque de personnel et il y a une association, notamment en Suisse, qui travaille à valoriser ce travail ménager et ces différentes formations pour pouvoir donner effectivement la possibilité d'avoir des gens de maison qui soient réellement formés. C'est Christine Champury, qui a été donc directrice de la première école genevoise. Et à partir de là, effectivement, commence à se penser le besoin d'école. Alors, besoin d'école, on a parlé tout à l'heure de l'école de Lausanne. Ces familles qui avaient des domestiques, effectivement, avaient de besoin et l'habitude d'un personnel auprès d'eux, qu'ils amenaient lors de leur fréquentation des établissements des villes d'eau qui se développaient, notamment à partir de la deuxième partie du XIXe siècle. Et on retrouve à ce moment-là le besoin d'avoir du personnel formé sur place directement. Et c'est à ce moment-là que, pour répondre aux exigences de ces grandes familles, que l'on crée, donc pour vous, la première école qui se trouve à Lausanne. Et la première école française, c'est pas tout à fait un hasard non plus, elle se trouve à Thonon-les-Bains. Elle a été créée en avril 1912, donc ça va faire 100 ans. Je pense qu'elle va être dignement fêtée l'année prochaine, puisqu'il y aura le centenaire. Et à partir de là, on a vraiment, au fur et à mesure, une vraie culture qui se développe au niveau des écoles hôtelières, à la fois pour le personnel de cuisine, mais également ce dont vous parliez, pour lesquels vous êtes davantage spécialisés, surtout ce qui est accueil. Donc, je vais peut-être rester là pour cette première partie. Oui, je crois que chacune de ces interventions susciterait déjà des questions, peut-être des réactions. Je ne donne qu'un exemple. L'évocation par Alain Drouard du caractère militaire de l'organisation des cuisines, à mon avis, c'est une piste tout à fait passionnante. La notion de brigade, le feu, etc. Mais je préfère que nous consacrions les 30 minutes qui nous restent, voilà, soyons clairs, aux questions, peut-être. Alors. Si tu permets. Je voulais rebondir très rapidement sur ce qu'on vient d'écouter à propos de l'enseignement ménager, parce que il y a cette chose extrêmement importante qui est la création de l'enseignement ménager annexé à l'enseignement primaire dans les écoles. Et ça, c'est ça qui a aussi disparu récemment. Et cet enseignement primaire ménager, mis en place d'abord par la ville de Paris et ensuite dans toute la France, avait une fonction sociale et politique très précise qui était de lutter contre les fléaux sociaux, c'est-à-dire les fameux fléaux sociaux de l'époque, les 3 grands fléaux, alcoolisme, syphilis et tuberculose. Et comment? Eh bien, si la femme ménagère, et le mot est ambigu puisque c'est à la fois la femme du peuple et ça peut être aussi la bourgeoise qui a une domestique mais qu'il faut former ou dont elle doit contrôler le travail. Et pour le contrôler, elle doit connaître la cuisine. Cet enseignement ménager était à la fois de l'hygiène, de l'économie et de la cuisine. Et c'était au fond une cuisine ménagère, mais une cuisine donc bourgeoise simplifiée qui était enseignée dans ces écoles primaires, dans ces écoles ménagères, ou des enseignements ménagers annexés à l'enseignement primaire. C'est fondamental cette histoire-là, parce que évidemment ça nous renvoie aussi à d'autres questions essentielles qui sont celles de ce qu'on appelle la cuisine ménagère. Qu'est-ce que la cuisine ménagère par rapport aux autres types de cuisine? C'est une cuisine bourgeoise simplifiée. Et donc voilà ce que je voulais dire, si vous voulez, fonction sociale, fonction politique de l'enseignement ménager. Et effectivement, sa disparition est extrêmement importante pour comprendre un certain nombre de problèmes dont on a déjà parlé ce matin. Tout à fait. D'ailleurs, si on voulait détailler un petit peu, on enseignait par exemple l'utilisation des restes. C'était pas tout à fait un hasard, la cuisine des restes, parce que ça avait une fonction économique aussi à ce niveau-là. Et tout ce qui est hygiène. Alors, effectivement, on a abandonné à partir de 68, je crois que ça a été pour la France vraiment la coupure complète avec l'enseignement ménager, l'économie domestique, parce que cette terminologie
était refusé. On n'acceptait plus de parler des tâches des ménages. Toutes les valeurs se reposaient. Et on a supprimé progressivement et remplacé donc cet enseignement qui était dans les collèges par la technologie. Ça a perduré quelques années encore dans l'enseignement professionnel, mais ça a changé de nom parce qu'on estimait que ces jeunes gens, ces jeunes filles pouvaient avoir un minimum d'enseignement, ça s'appelait vie sociale et professionnelle, donc on venait rajouter de la profession. Ensuite, c'est devenu hygiène, prévention, sécurité. Et maintenant, c'est hygiène, hygiène, environnement, parce qu'avec l'environnement durable, donc depuis 2010, la terminologie a changé, mais on n'a plus du tout d'économie domestique et absolument plus de pratique depuis le milieu des années 70. Donc tous les collèges ont perdu leur cuisine, qui faisait partie donc, des équipements de base, et on n'a plus du tout ce type d'enseignement, ce qui pose effectivement un certain nombre de problèmes, et c'est la raison pour laquelle je m'étais penchée sur cette étude. Il est vraisemblable qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain à cette occasion-là. Sans doute qu'un des éléments de discrédit, soyons clairs, sur cet enseignement, tenait à ce que, il avait une image hiérarchique et entre guillemets domestique. Le mot domestique est passionnant parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, dans l'Ancien Régime, le cuisinier est clairement un domestique. Il fait partie de la domus. Et d'autre part, c'était sexiste. Parce qu'évidemment, le problème de l'enseignement ménager, c'est qu'il était théoriquement destiné aux filles. Donc, dans une logique de mixité, ou bien les garçons y passent, mais je pense que, effectivement, du côté des mâles, c'est-à-dire des mecs, l'idée de devoir de l'enseignement ménager est sans doute considérée comme absolument exclue. Donc, il y a eu vraisemblablement une complicité paradoxale d'un certain machisme, et puis un discours progressiste pour dire, quand même, n'enfermons pas la femme. Mais il y a des moments où, effectivement, les deux camps, le progressiste et le conservateur, sont complices pour liquider quelque chose. Voilà. La parole à la salle, peut-être à Gérard Cagnat, qui a déjà un micro. Alors. J'ai déjà, après avoir échangé la spatule contre le micro. Oui, Pascal, ça marche? On m'entend là, c'est bon? Non? C'est bon là, oui. Ça va. Je vais commencer par toi. Tu ne peux pas développer un peu sur l'impérator Escoffier? Parce que c'est quand même, c'est violent, j'aime bien quand tu parles de Escoffier comme un empereur, parce qu'il a été beaucoup décrié dans les années 70-80 comme quelque chose de ringard, comme on voulait casser les codes qu'il nous avait construits, que lui avait su être l'archétype de la cuisine française, et tout le monde s'accorde de le reconnaître, historien compris. Pourquoi l'empereur? Oui, 30 secondes, dans la mesure où c'est un rapport avec le sujet de la table ronde. Mais bon, il se trouve que donc, les souvenirs culinaires d'Escoffier ressortent là. Dans une collection prestigieuse, je signale, pour la première fois, on donne la parole à un cuisinier. D'ailleurs, je me suis un peu battu pour ça. C'est la grande collection de republication des mémoires. Ça s'appelle Le Temps retrouvé. Alors, vous aviez un nombre d'ambassadeurs, d'aristocrates considérables. Il n'y avait pas un seul cuisinier. Donc, j'ai fait une remarque au directeur de la collection qui m'a dit, dans ce cas, bien volontiers, mais trouvez-nous un ouvrage. Et c'était celui posthume, d'ailleurs, très significativement. Ça n'a été publié que 40 ans après la mort d'Escoffier. Les souvenirs d'Escoffier. Moi, je vous recommande la lecture, c'est tout à fait passionnant. Et effectivement, même si on ne prête qu'aux riches, il ne faut pas exagérer, on a évoqué effectivement l'organisation en brigade indépendamment d'Escoffier, mais Escoffier a été certainement un penseur et un praticien de l'organisation des cuisines. C'est quand même absolument capital. Bien sûr, d'un certain type de cuisine, la cuisine d'excellence, mais avec une modélisation, parce que la deuxième qualité d'Escoffier, c'est d'avoir rencontré Ritz, effectivement. C'est un couple infernal qui a très très bien marché. Donc on avait c'est hôtellerie-restauration, là ça marche complètement. J'entrerai pas dans le détail, mais bon. Voilà. Et le troisième élément, et ça c'est une question d'actualité en 2011, où on a parlé pendant un certain temps des Catalans, des Espagnols, des Italiens, des Anglais, maintenant on parle des Chinois bien sûr, et n'oublions pas les Japonais qui eux sont déjà présents et très actifs, et bon, passons. Escoffier, sa grande force, c'est qu'il a été le modèle absolu de tout le monde anglo-saxon, puisque grâce à Ritz, il se retrouve à Londres. Être à Londres en 1900, c'est être à Shanghai aujourd'hui. Vous traduisez, moi Escoffier, je suis à Londres en 1900, vous traduisez, moi Escoffier, je suis à Shanghai en 2011. C'est la même chose. Et à partir de là, il a conquis les États-Unis. Et les États-Unis sont encore, d'ailleurs, dans une filiation escoffierienne, parfois complètement mythique, mais enfin, pas négligeable. Paradoxalement, ils sont plus Escoffiers que les Français, c'est certain. Donc cet homme est important, mais pour revenir au sujet de la table ronde, c'est un grand organisateur des cuisines.
Et ça, c'est évidemment une dimension importante, parce que là, ça montre que le côté qu'on qualifierait de managérial est dans le sujet. Parce que bien entendu, les questions de goût, bien entendu, les questions de produits, etc., et d'ailleurs, Escoffier a des choses à nous dire, ou d'autres là-dessus, mais qu'en est-il de l'organisation? Et c'est vrai que c'est un exemple parmi d'autres, hein, il n'est pas le seul, mais il a quand même poussé très loin, de réflexion d'un cuisinier, non seulement sur ce qu'il va présenter tous les midis et tous les soirs sur sa carte, mais aussi la manière dont il faut organiser pour arriver à ce but, c'est-à-dire qu'entre telle heure et telle heure, c'est le coup de feu. Voilà. Parfait, ça tombe bien. Pour cet après-midi ou à la table ronde, tu confirmes l'importance des disciples d'Escoffier. Une question à Patrick Rambourg, et après je cède le micro. Vous pouvez me parler des valets. Vous avez évoqué les 4 niveaux apprentis, 3 ans de construction du métier, valet, et vous avez zappé le mot valet. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'était le valet? Et ça représentait quoi comme niveau? En fait, le valet était le compagnon, en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, on l'a appelé valet pour signifier qu'il était encore subordonné. Voilà. Et petit à petit, le mot valet va disparaître et on va utiliser le mot compagnon pour signifier autre chose. C'est-à-dire c'est le compagnon du maître, donc c'est celui qui a une connaissance, mais qui doit encore acquérir quelque chose pour devenir le maître. Donc c'est une histoire d'évolution qui est très importante. Parce que ça signifie quelque part que celui qui est entre l'apprenti et le maître a aussi un savoir-faire. Un savoir-faire qu'il transmet aussi à l'apprenti, mais il doit encore apprendre pour devenir maître. Donc c'est ça. On voit très très bien dans les textes que petit à petit, le mot va disparaître. Donc c'est tout simplement ça. Au profit de compagnon. Voilà. Je voudrais aussi rebondir sur la notion de brigade, parce que bon, il est vrai que Escoffier a organisé et modernisé les brigades de cuisine. Il est vrai que les brigades de cuisine ont pris une réelle importance au XIXe siècle, mais il ne faut pas oublier que la brigade de cuisine, elle existe au Moyen Âge. Il ne faut pas oublier qu'à la cour, il y a déjà des brigades de cuisine et que Taïwan avait une très grande brigade de cuisine et qu'à la cour, il y avait plusieurs espaces culinaires avec différentes brigades de cuisine. Il y avait la brigade de la cuisine de bouche du roi, de la reine, des enfants, mais il y avait aussi la brigade de cuisine du personnel, de ce qu'on appelait la cuisine du commun, en fait. Donc, il y a déjà une réelle organisation professionnelle qui est là depuis très, très, très longtemps. Sauf qu'il y a des différences entre l'organisation de la cour et l'organisation qu'il y a au sein des métiers de bouche. Et je voudrais juste aussi préciser que les cuisiniers artisans de cette époque sont des patrons, en fait. Ce ne sont pas des domestiques. Ce sont des patrons. Donc, s'il y a une forme de domesticité qui existe aussi, notamment dans les grandes maisons, chez les princes, ça c'est évident, et on voit ça tout le long de l'histoire, il y a en parallèle le développement des autres cuisiniers, c'est-à-dire de ceux qui s'organisent différemment et qui s'organisent au cours d'un corps professionnel. En fait, derrière cette notion de cuisinier et d'éducation et de formation, il y a une diversité de métiers. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a vraiment une diversité de métiers et que ces métiers évoluent en parallèle, mais en même temps, il y a toujours des connexions. Par exemple, le cuisinier qui avait travaillé le maître queue, comme on l'appelait, ou le cuisinier qui avait travaillé à la cour royale, il avait le droit de rentrer dans le métier des cuisiniers, donc qu'on appelait les queues, qui avaient un corps, sans passer le chef-d'œuvre. Parce qu'on considérait qu'il avait acquis une très belle connaissance dans les cuisines de la cour. C'était une sorte de VAE en fin de compte. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc il y avait constamment des interconnexions entre les différents corps professionnels. Et vous avez raison, cher Patrick, parce que... Le queue porte l'épée. Ah, porte l'épée. Oui. Quand vous allez au château de Schönbrunn à Vienne, quand vous voyez les cuisines, on est en 1800, 1820, vous voyez les cuisines qu'il y avait déjà à l'époque, il y avait déjà des brigades, il y a un matériel énorme de pâtisserie, de cuisine, pour embrocher, pour cuire, pour bouillir, pour flamber, c'est extraordinaire. Donc la brigade n'a pas été inventée c'est l'archétype de notre ami Escoffier, elle était déjà en place dans ces grandes cours, parce qu'il fallait gérer à la fois un nombre important de convives, et puis il fallait gérer tous les métiers de la cuisine, parce qu'on n'achetait pas chez Métro, il fallait brider, il fallait éplucher, il fallait tailler. Bon. Merci pour la bonne réponse. Merci. Bonjour. Oui, je prends la parole. Voilà, merci. Hélène Thévard, je suis aubergiste du XXIe siècle. Oui. J'ai trouvé vos échanges très intéressants, surtout sur l'histoire, et on voit comme le métier évolue très rapidement. Et ma question que j'ai sur la transmission, c'est que là, on parle d'école hôtelière de Lausanne qui forment des personnes à des niveaux importants. Nous, aujourd'hui, le métier est confronté à un problème de pénurie de personnel à la base. Et nous, en tant que professionnels, on sent qu'il y a un problème de transmission
parce qu'il y a peut-être un problème de génération, que nous, on a appris le métier d'une certaine façon et que les jeunes aujourd'hui ne sont plus du tout dans ce même schéma. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on comprend l'histoire et qu'on connaît l'évolution, est-ce que justement on est en train de se projeter dans le futur? Est-ce qu'on est en train de réfléchir à d'autres possibilités de transmettre auprès des jeunes pour que l'on transmette non pas à court terme, mais à court terme, pour pouvoir garder des gens qui reprendront nos établissements et ne seront pas que des managers de palace, mais transmettront la gastronomie française aux personnes qui viennent dans notre pays, quoi. Voilà. Je pense que d'une certaine façon, tous les échanges de la journée et demie qui vont suivre chercheront à apporter une réponse à vos remarques très, très pertinentes, et que c'est peut-être la grande préoccupation, par exemple, de l'inspection générale. Mais Philippe et Alain, peut-être sur ces questions-là. Oui, je pense que votre question nous amène au cœur du sujet et surtout sur le terrain le plus polémique du sujet, parce qu'il n'est pas seulement question de transmission, il n'est pas seulement question de ceux qui sont formés, mais de ceux qui seraient appelés à les former, non pas dans les filières de formation scolaire ou en alternance, mais dans les formations professionnelles. Car il arrive très fréquemment, et je l'ai vu avec mes étudiants, que le contact, notamment chez ceux qui étaient le deuxième groupe, ceux qui n'avaient pas suivi la filière classique, eh bien le contact avec la réalité était très rude, pour deux raisons. La première, parce qu'ils étaient traités de façon assez rude, et aussi parce qu'ils touchaient peu d'argent, et qu'ils se voyaient concurrencés, et là je n'ouvre pas une polémique, mais je vais donner un exemple, ils se voyaient concurrencés par une catégorie de personnel employé au noir, qui étaient payés des clopinettes, pour parler un peu vulgairement. Et je vais donner un exemple que j'ai constaté à Paris, dans un quartier que je ne nommerai pas, mais que je fréquente souvent. Un Sri Lankais avait trusté la totalité de la plonge de 7 ou 8 restaurants. Il tournait sans arrêt dans la soirée, faisait la plonge de 7 ou 8 restaurants, était payé de la main à la main. Et puis après, il avait amené des amis à lui pour faire la cuisine dans la cuisine, qui n'était évidemment pas déclarée. Bon, tout ce contact un peu difficile pour des gens qui ont suivi et qui ont cru à leur formation produit ce que vous parlez, c'est-à-dire une pénurie de personnel. Je pense qu'il y a un effort à faire des deux côtés, à la fois chez ceux qui arrivent, mais chez ceux qui les reçoivent. L'école hôtelière qui, avant d'envoyer leurs stagiaires dans des établissements, sont en contact avec les professionnels et leur disent c'est quoi le tenant et l'aboutissant du stage. On reçoit le professeur. Non, je finis sur ce que je dis. On reçoit le professeur qui suit le stagiaire 2 jours avant la fin de son stage. Ça, c'est une réalité. Hein. Enfin, moi, je parle. Non, mais Après, il faut aussi comprendre que les professionnels, on est dans une réalité économique et qu'on n'a pas toujours la disponibilité pour se rendre à des réunions et autres. Ça, j'en suis d'accord. Enfin, c'est peut-être une faute de notre part, mais c'est aussi le tissu économique français des restaurateurs. On n'est pas tous des grosses structures, on est des petites entreprises, sauf qu'on est conscient de notre importance pour transmettre le métier. Donc, au jour d'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui est mis en route par rapport à ça? Vous avez bien soulevé la question polémique, madame, bravo. Là, visiblement, le débat va se glisser vers la salle. Donc, monsieur a pris le micro. Je sais que Hélène et Christine voudront intervenir. Mais on vous donne tout de suite la parole et après, ça reviendra sur la tribune. Oui. Donc, Frédéric Perret, chef de travaux du lycée hôtelier de La Rochelle. Pour répondre à votre question, très précisément, nous tentons depuis un certain temps, et pas seulement à La Rochelle, dans bien d'autres endroits,
de mettre des périodes, des moments d'accueil des entreprises, pas seulement d'ailleurs de leurs dirigeants, mais aussi des personnels avec lesquels ils vont travailler, pour expliquer ce qui se passe en formation, qui viennent nous voir chez nous, comment... Parce que se connaître, je pense que se connaître les uns les autres, c'est la meilleure voie pour se comprendre et fonctionner ensemble. On a un gros souci, c'est le taux de réponse à ce type d'invitation. Alors, on le comprend, vous avez des activités qui sont hyper importantes sur des horaires très compliqués. On multiplie les temps auxquels on est prêt à vous accueillir, on essaie de caler ça des jours où a priori ça devrait être votre jour de repos, pour pouvoir, ou l'après-midi 15h 17h au moment de la coupure, et malgré tout les taux de réponse sur ce genre d'invitation restent très très faibles, et pourtant les quelques personnes qui viennent nous voir sont effectivement enchantées, ravies, par exemple de leur expliquer aujourd'hui la réforme du bac pro 3 ans et l'objectif de certains stages. Eh bien sans ça, les entreprises effectivement n'auraient eu du mal à comprendre ce qu'on faisait de ces jeunes et pourquoi on les envoyait chez vous. Mais c'est vrai qu'on a un taux de retour qui est très faible. J'en suis désolé. Oui, j'avais bien conscience que la bonne réponse à votre question, madame, se trouverait plutôt dehors dans la salle, mais à la tribune, Christine et Hélène. Christine. Alors tout d'abord, je parlerai pour ce que je connais bien, la Suisse. Je pense qu'en fait, il y a un problème dans la restauration. La restauration vit une phase délicate qui est un changement structurel majeur qu'il ne faut pas nier. Je vais faire un peu de la provocation, mais on a une dichotomie énorme. On a la haute couture, donc dans la gastronomie, et puis le reste, c'est de la commodité. Donc évidemment, les besoins en formation ne sont pas les mêmes, et ça a des conséquences économiques également. En effet, vous n'avez pas le temps, vous, de vous former, et vos collaborateurs non plus, parce qu'il faut produire, parce qu'il y a une pression économique. Dans la haute couture, il y a également une pression économique, mais là, je dirais qu'il y a une marge de manœuvre un peu plus élevée par rapport à... Parce qu'il y a d'autres moyens de compenser justement tout l'effort qui est fait dans la haute couture. C'est comme dans la haute couture, vous avez les parfums, vous avez etc., qui permettent, et tous les produits dérivés qui permettent de rentabiliser cet investissement dans un savoir-faire et de garder ce savoir, le patrimoine, hein. Mais ça a un coût. Donc ce coût est compensé par d'autres activités. Et là, c'est un changement structurel majeur qui est en train d'arriver. Je vous dirais qu'en Suisse, nous avons 30 000 établissements. Sur les 30 000, il y en a 5 000 qui sont viables. Donc voilà. Je suis désolée. Bien. Hélène. Oui, alors moi je vais intervenir là en tant qu'inspecteur de l'enseignement technique de l'éducation nationale. Effectivement, uniquement Académie de Strasbourg, je ne peux pas généraliser tout de même. Nous avons, pour ce qui concerne les entreprises et les CFA, ce qu'on appelle un cahier de liaison, je pense qu'il y en a ailleurs, qui permet effectivement de savoir ce qui se fait de part et d'autre. Et le deuxième point que personnellement j'ai mis en place, c'est de donner aux professionnels les plages d'enseignement, et vous parliez du bac pro 3 ans par exemple, les plages de contrôle en cours de formation complètes, de manière à ce qu'ils puissent venir dans l'établissement, non pas à des jours et aux heures que vous leur avez données, mais aux jours et aux heures qui les arrangent. Et c'est beaucoup plus facile pour eux de prévoir sur une plage d'un mois 2 heures pour venir dans l'établissement, plutôt que de leur dire, voilà, c'est tel jour à telle heure où il a prévu autre chose. Donc ça, c'est une des possibilités qui marche bien quand on leur laisse la latitude de frapper à votre porte en tant qu'enseignant à n'importe quel moment quand ils sont libres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez parlé aussi des personnels autres que le haut de gamme et le cuisinier. Il existe aussi dans l'éducation nationale, et c'est vrai qu'ils se placent très très bien, ce qu'on appelle les agents polyvalents de restauration, qui eux assurent toutes les tâches annexes. Et c'est aussi un métier, un diplôme qui n'est peut-être pas encore assez connu parce qu'il est relativement récent, mais qui est très axé sur les tâches annexes et l'hygiène. Donc je pense que ça peut être aussi une possibilité d'embauche. Oui. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à la nouvelle génération. Tout à l'heure, on a parlé du savoir-faire, que ça nécessitait de l'humilité et de la patience. Et le problème est que nous vivons dans une société où la plupart des gens n'ont pas de patience et veulent avoir tout de suite.
Et donc, il n'y a pas de raison. Enfin, c'est aussi un problème structurel. Donc, des jeunes qui ont leurs copains, qui sont d'autres domaines d'activité, qui ont une progression rapide, qui n'ont pas besoin de faire des années pour apprendre un métier, ils ne comprennent pas, à moins d'avoir une passion hors norme. Voilà. Et ça, c'est rare, quand même. Et... Bon. Primo dit que oui. Voilà. Bien. Alors maintenant, pour répondre à madame, oui. Mais je trouve tout à fait normal que vous ne vouliez pas savoir ce qu'il faut pour entrer à l'école hôtelière de Lausanne, mais il faut la même chose que pour entrer dans une école hôtelière d'un haut niveau en France, c'est-à-dire qu'il faut un baccalauréat pour les Français. En effet, les Français ne sont pas subventionnés, les Suisses le sont, mais pas les étrangers. Les étrangers payent comme dans une école privée. C'est-à-dire, pour les 4 ans, donc il y a une année préparatoire plus les 3 ans de bachelor, c'est 120 000 francs suisses. Je signale que pas mal d'établissements, même publics français, commencent à suivre cette voie-là. Hein. Oui. Si vous regardez l'augmentation des frais de scolarité dans un établissement comme Sciences Po Paris, par exemple. Oui. Monsieur, écoutez, on ne va pas vous frustrer, mais merci. Très rapidement. D'accord, très rapidement. Revenir à une question d'histoire. Donc, Christian Bourdel de la Direction régionale de l'alimentation, agriculture et forêt. Mais ma question n'a pas de rapport avec mon activité professionnelle. Oui. C'était interroger les historiens sur le rôle de la Révolution française, qui n'ont pas beaucoup évoqué. J'ai entendu dire que ça avait eu un rôle important, notamment pour la restauration, que les grands restaurants s'étaient créés à ce moment-là. Très vite. Il y a, c'est presque une légende maintenant, ou tout au moins c'est un lieu commun, mais il faut le mentionner ou le rappeler pour le critiquer après, à savoir la Révolution française a provoqué, au fond, pratiquement la naissance non pas du métier de cuisinier, mais l'expansion de l'activité et du métier, puisque les domestiques au service des aristocrates qui ont émigré se trouvaient au chômage et ça c'est le récit répété 1000 fois que n'étant pas spécialiste de la période, je n'ai pas creusé ni mis en cause, mais c'est vrai qu'on assiste au tournant après la Révolution, au fond à la constitution du système de la cuisine française, avec d'un côté les restaurants qui se multiplient, qui ne sont pas nés avec la Révolution, mais qui se développe dans les premières décennies du XIXe siècle, avec la gastronomie dont on a parlé, et donc il faut distinguer de la cuisine, comme l'a rappelé M. Puiset très justement, l'art de bien manger, l'art de faire bonne chère, c'est pas la cuisine, c'est lié, les deux sont liés, mais ça naît à la même époque, et effectivement, troisièmement, les restaurants qui se multiplient pour satisfaire une clientèle bourgeoise principalement, mais de gastronomes et d'amateurs de bonne chère. Et tout ça, ça provoque cette multiplication des restaurants et aussi des cuisiniers, mais qui se trouvent pendant très longtemps en concurrence féroce avec les cuisinières, dont on n'a pas beaucoup parlé, et c'est sinon par là, ce que disait Pascal, à savoir la division sexuelle du travail dans les cuisines. Au XIXe siècle, les cuisinières sont les plus nombreuses et font une rude concurrence sur le marché du travail aux cuisiniers, qui sont les cuisiniers aussi bien de maison que de restaurant. Oui, je confirme que la légende, entre guillemets, est plutôt vérifiée, c'est-à-dire que le restaurant est une invention sociale et politique éminente antérieure à la Révolution, de peu d'ailleurs, mais la Révolution accélère le mouvement, y compris de l'installation à son compte pour certains, y compris d'ailleurs l'affichage du nom dans le cas de Beauvilliers, etc. Donc ça accélère le mouvement, c'est tout à fait clair. Ce qui prouve bien, on évoquait l'actualité, quel serait l'avenir de certains nombres d'établissements, que les enjeux de l'hôtellerie et de la restauration sont des enjeux qui ne s'expliquent que par l'état de la société. Et on ne peut pas isoler, bien entendu, cet objet de l'ensemble des enjeux de la société, de la même façon que ce qui se passe à table, c'est la concentration de tous les enjeux de la société de l'époque considérée. Voilà, mais je pense que vous en êtes déjà convaincus, et maintenant, je pense que nous pouvons passer à table d'une certaine façon, et rendez-vous cet après-midi.